Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 18 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors comme d'habitude on va faire en deux parties, une partie où on va voir justement les nouvelles, où on a quelques informations qui commencent à arriver, notamment un retour des levées de fonds, ce qui est plutôt positif, et ensuite on ira faire notre analyse technique, l'analyse des graphiques, pour voir exactement où on en est, que ce soit sur le BTC ou que ce soit sur la macroéconomie. Alors avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir, c'est simple, likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite l'actualité avec un retour sur la partie économique. On a eu les résultats qui commencent à tomber, on a des BPA qui commencent à être pas si bons que ça va être vraiment à surveiller, c'est ce qui va déterminer justement le cours des actions habituelles. On rappelle que les actions c'est deux choses, c'est un, l'inflation et deux, les BPA, d'accord? Donc forcément ça va être quand on achète une action pour déterminer le bénéfice long terme de cette action, et là on voit que c'est compliqué, on a quand même qui arrive à tenir la tête en dehors de l'eau, mais ça reste quand même très compliqué majoritairement, il va falloir patienter. On a encore mercredi, jeudi et vendredi avec quand même des gros qui tombent, donc on va juste patienter. Au niveau du calendrier économique, aujourd'hui, nous avons quand même quelques petites nouvelles, mais je pense que la volatilité ne reviendra pas encore aujourd'hui, il va falloir attendre jeudi dans lequel on a le discours de la BCE, très important. On a vu que la dernière fois, la BCE a joué énormément de ce côté-là, et ensuite, sur les US, on va chercher l'inscription chômage et l'indice manufacturier de la Fed, très important, qui va nous donner des indications. Ensuite, on devra attendre vendredi pour avoir la vente de logements existants, qui est aussi très important, et un vecteur très important sur le shelter, donc sur en tout cas un des indices de l'inflation, et qui est déterminant aux États-Unis en tout cas sur une possible récession. Après, encore une fois, on reste dans quelque chose qui est différent des autres années. On n'a jamais eu de crise et de contraction des infrastructures justement de production, donc comme on a pu l'avoir avec la crise du Covid et la fermeture par exemple de la Chine. Que va-t-il se passer lorsque l'on va avoir une réouverture de la Chine comme on le voit actuellement? Oui, on aura peut-être une surexposition au niveau des matières premières, mais on va avoir aussi une diminution du reste, parce que tout simplement une partie de l'inflation a été liée à l'impossibilité de pouvoir offrir, donc de pouvoir subvenir à la demande effective à cause principalement de l'usine mondiale qu'est la Chine. Donc on va prendre un petit peu de recul et voir justement ce qui se passe, parce que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude, et en tout cas c'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup d'expérience dessus. On continue les nouvelles avec notamment Binance qui fait le 22e burn, dans lequel on continue toujours à burner. On va voir justement le burn. Nous avons 500 millions de dollars comme d'habitude, avec 2 millions de BNB qui ont été burn. Donc on reste toujours dans l'état général du BNB burn, donc c'est une des raisons pour lesquelles le BNB continue toujours à s'apprécier et toujours aussi fort, en plus de l'intérêt qu'a le BNB dans la BNB Chain, qui reste une des blockchains les plus importantes au niveau de la DeFi, et qui a totalement justement sauvé la DeFi en 2021, en proposant une solution EVM compatible, très facile d'accès, avec une grosse communauté, donc forcément ça a éclaté à ce moment-là. On parle beaucoup de WEF, alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est World Economic Forum, donc un rendez-vous très très important dans lequel on retrouve tous les grands, et très important, dessus nous parlons aussi crypto qui revient justement dans les différentes discussions à travers deux choses, principalement en tout cas sur la première journée, qui a été la tokenisation des assets, très important, qui permet justement une facilité de transaction financière quasiment instantanée. Et à côté, nous avons les DAO, donc les organisations décentralisées, qui commencent à être abordées justement dans le forum sous une forme d'évolution potentielle de structure, à voir comment ça va évoluer. Mais
Ensuite, Davos, nous avons, donc là où se trouve le World Economic Forum, nous avons un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. C'est comme d'habitude, on a beaucoup de publicité sur cette période-là, et on voit que partout, nous avons de la crypto avec Cycle, nous avons Polygon encore, nous avons Tether, nous avons Mirage, donc nous avons quand même beaucoup de communication qui est en train de se faire. Par exemple, crypto n'est pas pour la richesse, mais pour la liberté, et la liberté est une richesse. On a quand même beaucoup de choses, et si on regarde, on a toujours, en fait, de la communication, avec quand même des grands CNBC, et qu'est-ce qu'on voit à côté? Filecoin. Et ça permet justement de se rendre compte que on a beaucoup de communication qui est effectuée, beaucoup de lobbying qui sont en train d'être mis en place sur Davos, et c'est ce qui est aussi important. Est-ce qu'il va avoir un impact sur le court terme? Je ne pense pas. Sur le long terme, certainement. Ensuite, nous avons le retour des levées de fonds avec Pantera qui lève 12,5 millions de dollars pour Obol Labs. Obol Labs qui est un projet très intéressant, en tout cas qui est différent de ce qu'on a pu connaître, qui est l'équivalent d'une sécurisation des proof of stake à travers leur système de validateurs distribués, où ils proposent en fait à plusieurs validateurs de se regrouper en un pour pouvoir assurer tout simplement la validation donc d'une multiple validateur, de façon à pouvoir partager les clés, partager les risques et partager justement tout ce qui va avec, et ça permet principalement d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus solide, ce qui est logique. Après, est-ce qu'il y a une véritable intérêt sur le long terme à avoir une surcouche au niveau des validateurs pour avoir une validation? C'est à déterminer, je pense que c'est encore trop tôt, mais le concept en lui-même est plutôt intéressant. Et est-ce qu'on a vraiment des défauts de validation sur Ethereum pour nécessiter une façon distribuée du validateur? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, nous avons encore des nouveautés sur Polygon, et oui, Polygon a les poches profondes et va séduire en fait tous les différents projets qui se trouvent un peu partout, et c'est le cas de Synergy Land qui du coup quitte Solana pour rejoindre Polygon. Synergy Land qui est un jeu tourné autour des NFT, donc qui migre, ça y est, sur Polygon. Ensuite, toujours sur Polygon, nous avons IntelAX, qui est une plateforme de gaming qui vient de lever aussi 12 millions de dollars pour préparer son lancement en Q1 et qui est backé sur Polygon et par Polygon. Donc Polygon est un des investisseurs présents dans justement IntelAX. Donc il va falloir, je pense, surveiller le projet. Le Q1 risque d'être potentiellement assez explosif pour ce projet-là. Est-ce que ça va être un projet de long terme? Ça a déterminé, encore une fois, ça dépend de votre vision. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le gaming fait partie intégrante de l'évolution de la blockchain et a un véritable intérêt sur le long terme dessus? C'est encore une fois une question d'opinion. N'hésitez pas aussi à partager, soit sur le Discord, ou soit sur le commentaire ce que vous en pensez. Et nous en avons terminé pour les nouvelles, on va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, donc qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier, ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais, et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $ avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description, et on reprend la vidéo tout de suite.
Partie technique qui commence comme d'habitude par notre récapitulatif habituel de notre hypothèse héliotiste. Vague 1, 2, 3, 4, 5 termine en avril 2021. Nous sommes dans un retracement A, B, C. B avec extension, C avec extension. Nous avons aussi une pattern de Wyckoff de réaccumulation en BC, donc arrêt de la tendance haussière, on fait le buying climax, on retrace, on fait l'automatic rally. On va retester en faisant le secondary test, sauf qu'on prend la liquidité du BC, donc on marque ce qu'on appelle une réaccumulation, et donc ce n'est pas une distribution, c'est une réaccumulation, et ensuite on casse baissier pour faire le sign of weakness, la partie dans laquelle on accumule de la force pour repartir à la hausse sous une forme de validation de la distribution en faisant l'uptrust, un uptrust qui est beaucoup plus puissant qu'un uptrust habituel sur une distribution, qui est le principe même de la réaccumulation de Wyckoff. Là-dessus, en termes d'investissement, nous sommes en dessous du 618, donc nous sommes dans une zone de rechargement long terme sur l'ensemble du mouvement du BTC, donc pour répondre à la question, est-ce que c'est un bon prix au niveau du BTC? Tant que nous sommes en dessous des 26 420, oui, nous sommes dans une zone de rechargement long terme. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la stratégie qu'on a et bien prendre en considération ça et ne pas faire all-in. Nous avons le 786 à 14 800 dans lequel on peut avoir un retour, le top de la 1 à 14 000 et nous avons ici le bloc des 10 000 qui nous attend, qui est visé toujours par beaucoup de personnes, même si c'est en train de changer un petit peu grâce à la petite accélération que l'on a eue, petite accélération d'ailleurs qui nous a laissé un gap CME qui sera en attente d'un retour du cours sur cette zone-là pour pouvoir combler le gap avant potentiellement soit de repartir, soit de s'enfondrer en bas. C'est justement la discussion d'aujourd'hui. On va aborder plusieurs scénarios et c'est le but. Petit rappel de là où nous en sommes, parce que c'est très important de prendre cette vision en weekly très important, où nous avons cette accumulation de Wyckoff qui se trouve en SCAR, ST, STB, donc pareil, on crée une résistance, on va retester la résistance, et on la liquide en prenant la liquidité à travers le STB, et ensuite on réagit haussier. On voit bien qu'on a une grosse réaction haussière, beaucoup de personnes pensaient qu'elle allait tarder, que potentiellement on allait faire un spring, il était fort probable d'ailleurs, mais on a commencé à faire la réaction haussière qui veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que on pourrait être dans une phase haussière de cette accumulation, donc c'est-à-dire retester notamment les 25 000 pour retester la R, pour potentiellement aller refaire un nouveau test, ou soit faire une accélération haussière, soit aller retester et faire le spring avant de faire l'accélération haussière, qui est le principe d'une accumulation de Wyckoff, et là-dessus, il est très important de prendre du recul pour plusieurs choses. C'est que, nous n'avons toujours pas break, ici, le break of structure mineur. D'accord? Nous avons des tops ici qui sont de moins en moins hauts, et nous n'avons pas inversé cette tendance ici. D'accord? Les lower high sont toujours présents ici, et ce qu'on attend, c'est un higher high. Là, ce n'est pas le cas. On a juste fait une petite mèche de prise de liquidité, mais ce n'est pas, pour moi, suffisamment fort. Il faut une validation. Une validation veut dire une clôture, et clôture, généralement, on a tendance à considérer que c'est une clôture daily à minima qu'il nous faut. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Il va falloir patienter, justement, cette mise en place. L'autre élément important, c'est que si vous êtes chartiste, je pense que vous l'avez vu, ce gros W qui est présent ici, qu'il va falloir patienter pour pouvoir se dire que on casse au-dessus. Nous avons, oui, des W dans des W qui permettent de faire. La partie chartiste est en train totalement d'enflammer le City, donc on se retrouve avec beaucoup de tweets justement sur un potentiel bull run redépart, et je pense qu'il faut vraiment mitiger ça. Nous ne sommes pas dans un bull run, nous sommes dans une fin de bear market qui généralement ne commence pas par un nouveau bull run, mais commence par une zone de ranging et de consolidation. Est-ce qu'on va arriver dans cette partie-là? Oui, je le pense. Est-ce que on peut avoir une cassure haussière très forte et partir comme en 2018 et ne pas laisser de possibilité de retracement? Le BTC nous a déjà fait ça de nombreuses fois, il faut le prendre en considération, le retracement arrive bien après. Est-ce que nous avons la dynamique actuelle? Bon, bah là on a une première dynamique, mais ce n'est pas suffisant. Encore une fois, il faut aller casser ce break of structure pour se dire que potentiellement on repart à la hausse. Surtout qu'on commence à avoir un certain nombre de chiffres et d'informations qui nous disent que potentiellement on peut aller repartir, faire un retest avant soit de casser baissier, soit de repartir à la hausse. Ça va être déterminant. Soit ici on restructure et on part à la hausse, soit ici on refait une redistribution et on recasse baissier.
D'accord, c'est un petit peu l'idée que j'ai personnellement, et c'est validé un petit peu par les distributions négatives, en tout cas ici divergence baissière que l'on retrouve ici et ici, qui se tendent à nous dire que potentiellement nous allons avoir à un moment donné un retracement, surtout que nous n'avons pas cassé ici ce top là. Alors dessus, je vais juste mettre un petit bémol, c'est que quand on regarde un petit peu l'order flow, je vous ai dit que déjà depuis un certain temps, bah c'était flat, hein. Bon, je vous avoue que c'est toujours relativement flat ici, flat ici, flat ici, donc tant que ça on n'a pas de prise de position sur les top traders, et qu'on reste en longue, c'est la question que je me pose, surtout que ça veut dire qu'on a un maintien du cours en progression constante comme ça, c'est pas forcément bon signe, ça veut dire qu'on va éroder majoritairement la demande et les fonds qui sont en train d'être investis, ça veut dire qu'on n'arrive pas à passer, surtout que le mouvement en lui-même est porté par du perpétuel et non pas du spot. Donc c'est un petit peu ce qui me fait tiquer moi personnellement sur la force du mouvement. L'autre élément qui me dit ça, c'est que nous avons une augmentation des short actuellement sur la totalité des comptes de Binance. Alors vous allez me dire oui mais normalement c'est pas forcément probant, je suis d'accord avec vous, mais par contre c'est en train de me consolider quelque chose, c'est en train de me consolider le fait que quand on a ce dispatch là, c'est que potentiellement on risque d'avoir une accélération haussière prise de liquidité avant d'avoir une cassure baissière, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Concrètement au niveau de l'order flow qu'il va falloir surveiller, c'est une augmentation des shorts, ici, avec derrière une augmentation des longues qui va casser les shorts fortement, donc on va avoir ici une augmentation de l'open interest, puis une chute de l'open interest, donc on va liquider ces personnes-là, avant de faire le mouvement, et après on aura les top traders qui vont justement s'inverser, et ici on verra des longues qui vont se construire, pour essayer d'acheter tout simplement la descente. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il va falloir surveiller au niveau de l'order flow, pour se définir en fait un petit peu ce qui va se passer. Là, c'est toujours la pattern que j'ai, elle n'est pas encore validée, il va falloir être patient, encore une fois, ça va se déterminer à la fin. Au niveau de l'élément important, on reprend en considération le fait que nous avons eu aussi en bas une accumulation avec un break haussier, donc il est fort probable aussi d'avoir une redistribution en 1 heure, enfin en 4 heures ici, avec ici une accumulation, une distribution, donc on a la mise en place d'une redistribution pour une continuité baissière plus forte. Tant que on n'a pas fait ici le higher high, bon, en l'occurrence, il faut prendre du recul et prendre en considération que la probabilité d'aller plus haut, pour l'instant, elle n'est pas validée, la probabilité d'aller plus bas, elle est validée. En tout cas, elle est en cours de validation tant qu'on n'a pas cassé ici. Donc, il faut faire très très attention et prendre son temps. Je pense qu'il va falloir aussi attendre la clôture weekly. On a fait une très très belle bougie ici. Il va falloir attendre. Est-ce qu'on casse vraiment en weekly cette zone-là? Est-ce qu'on fait oui ou non une mèche pour pouvoir remonter à ravaler? Bon, ça va être à déterminer. Pour l'instant, on n'a pas de volatilité. D'accord, la volatilité a été effectuée vraiment vendredi et jeudi de la semaine dernière, et cette semaine, bah, on est un peu dans les choux. Alors, autre chose qui est intéressant et qui vient tout simplement d'une discussion avec Lunar. Donc, si vous connaissez pas Lunar, c'est que vous n'êtes pas sur le Discord, donc qui est un des guides qui travaille avec moi sur le Discord, qui avait une réflexion très intéressante sur la notion de la dominance et qui me demandait si oui ou non la dominance du BTC avait un impact, en tout cas sur la mise en place des bull runs, et est-ce qu'on pouvait effectuer une cohérence entre les deux. Je trouve la réflexion très intéressante et je vais l'amener un petit peu plus loin. Je vais pas forcément parler de la dominance en tant que telle, mais je vais parler de la combinaison de la dominance du BTC et d'Ethereum et de la représentation que ça a par rapport à la totalité du marché crypto. Le but ici n'est pas d'arriver à la conclusion que oui ou non la dominance est un indicateur permettant de déterminer un bull run, mais plutôt de montrer une représentation d'une modification du marché crypto que l'on a eu en 2020 et 2021, parce que c'est quelque chose qui est très marqué, j'en parle régulièrement, mais ça ne se voit pas tant que ça, et là je pense que c'est très important de le voir. Donc on va comparer ici la courbe en chandelier japonais, c'est la combinaison de l'Ethereum et de BTC au niveau de la dominance, donc ça représente le poids en fait de BTC et d'Ethereum des market cap sur la totalité du marché crypto, et à côté, en orange, nous avons la totalité du marché crypto, donc la représentation des 100% et du cours en fait, exactement. Donc ça nous permet de pouvoir représenter la part, enfin l'évolution de la part BTC Ethereum sur
une représentation du prix effectif, et donc son impact sur le prix. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est pas tant les événements forts, c'est-à-dire qu'on peut considérer que ici en 2018, oui, nous avions ici la mise en place d'un lot dans lequel nous avons après une accélération des dominances pour arriver à 70-80%. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'en 2018, on était, oui, à 70-80% de dominance Ethereum BTC. Quelle est la probabilité aujourd'hui de se retrouver sur une dominance touchant les 80%? Quelle est la probabilité? C'est très important de retenir et de réfléchir à ça. Parce que c'est là où on voit que on a quand même quelque chose qui s'est inversé très fortement. Ça s'est inversé très fortement à partir justement de fin 2020, début 2021, où on voit que, en effet, on a la mise en place très forte et l'accélération du bull run, et la cassure très très forte de la dominance, qui vient principalement par une cannibalisation des altcoins sur, justement, la totalité du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que on a une transformation. Et cette transformation, c'est quoi? C'est la DeFi, la finance décentralisée, qui a permis justement l'émergence d'un certain nombre d'autres protocoles, d'autres tokens, d'autres cryptos qui ont un impact très fort sur le marché crypto. Et donc là, on était sur un marché qui était majoritairement technologique, basé principalement sur des modifications technologiques avec Ethereum, BTC. Les deux apportent une valeur en fait à la technologie de la blockchain, alors qu'ici on a une valorisation. Oui, alors d'autres technologies, une répartition, je suis d'accord, mais pas que. On a aussi une valeur très forte qui est apportée en valeur de la DeFi, de la finance décentralisée, dans lequel on a une capitalisation qui est en train d'être construite sur des valeurs qui ne sont pas technologiques à proprement parler, mais qui sont des plateformes d'exécution, donc des plateformes de service. Et donc là, on passe de la partie technologique à la partie, justement, service, qui est en train de se faire, qui est plutôt intéressant, et qui est la représentation des use cases de la partie technologique. Donc on est vraiment, pour moi, dans une phase qui est différente, et peut-être, justement, ça aura un impact sur la représentation du halving et le poids du halving dans le prochain bull run, et en tout cas le poids du BTC et d'Ethereum dans le prochain bull run. Après il y a toute la notion de flippening, bon ça on n'abordera pas, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de mettre les deux ensemble pour pouvoir avoir une bonne représentation et retirer ça. Mais est-ce qu'on peut avoir derrière une consolidation haussière pour aller retravailler les 68, les 70 au niveau de la dominance? J'ai tendance à vous dire potentiellement, mais dire qu'on va retrouver des niveaux au-dessus de 80 comme là, je pense pas. Pour moi, on va recontinuer à descendre. Pour moi, Ethereum et BTC vont continuer à avoir une dominance qui va baisser, parce que tout simplement, on aura une valorisation des use cases qui apporteront justement l'adoption massive, et l'adoption massive se fera sur les use cases et non pas sur la technologie en elle-même, bien que la technologie sera en dessous pour soutenir tout ça. Et ça, c'est un petit peu la vision long terme que j'ai, et je trouvais que la réflexion a été suffisamment intéressante pour en parler dans, justement, la quotidienne. On attaque la partie macro où nous avons le DXY qui est en train de consolider encore une fois avec une petite accélération. J'ai tendance à penser qu'on risque de retracer jusqu'au 103.5 avant de pouvoir rebaisser. Très intéressant de noter, c'est que nous avons déjà sur pas mal de time frame la validation, en tout cas on est en train de valider cette divergence haussière qui date de novembre quand même, donc on a le temps, c'est en train de se faire au fur et à mesure. On n'oublie pas que la target que j'ai sur le premier retracement serait soit 105, soit 109, d'accord, pour pouvoir retracer. Ici, au niveau de l'euro USD, on voit qu'on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place en daily. On voit qu'on a une perte de force au niveau du momentum très très forte avec une cassure baissière suite à la prise de liquidité. Donc ça sous-entendrait qu'on ait bien un euro USD qui s'inverse avec potentiellement une remontée du DXY. Alors, il n'y a pas que l'euro USD qui influe sur le DXY, mais j'ai tendance à regarder ça parce que c'est là où on a quand même une majorité du volume qui est en train de se faire. Et on a justement le Nasdaq, pareil, qui est dans une zone potentiellement de mise en place de retracement, le SP500 aussi. Bon, ce qui est en train de se dire, c'est que potentiellement, on pourrait être dans une zone qui est en train de nous dire que le DXY risque de pousser à la hausse, le Nasdaq et le SP500 corriger légèrement, le BTC possiblement aussi corriger pour pouvoir après repartir à la hausse. On verra à ce moment-là, c'est un petit peu, je reste toujours très bullish dessus, ce que j'ai tendance à considérer que nous sommes dans une partie basse,
donc dans une possible bottom mise en place. Donc on le voit bien ici, dans tous les cas en weekly, il faudrait toujours le confirmer. Cette bougie, de toute façon, de la semaine dernière est un signe très fort, hein. Ça, il faut pas le nier. Mais pour moi, là, on est en train de se dire que potentiellement, on a des signes de reversal pour un retracement, pour une respiration, et en même temps, on ne peut pas monter toujours que tout droit, il faut respirer, et les marchés ont besoin de respirer. Il est possible que, justement, dans la fin de semaine, on ait une grosse respiration, en tout cas une mise en place d'une respiration qui pourrait se continuer sur la semaine prochaine. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette respiration macro aura un impact sur le BTC, en sachant que on a quand même bien une décorrélation entre les deux depuis déjà un certain temps, depuis déjà plusieurs mois, et est-ce que ça va se consolider ou est-ce que on va retrouver une corrélation entre les deux? Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.